Alors le monde de Fallout, c'est de la science-fiction totale. Mettre des mini-réacteurs nucléaires comme ça partout, vous imaginez des réacteurs nucléaires dans des véhicules, avec le nombre d'accidents en plus qu'il y avait dans les années 50-60, du coup ça aurait juste fait des centaines, voire des milliers de milliers de Tchernobyl. En fait, le monde de Fallout, bien avant la guerre contre la Chine, ça aurait été un désert radioactif ou des accidents de voiture, quoi. Eh ben bonjour à tous, on est sur JV aujourd'hui, moi je suis Alteris, j'anime une chaîne YouTube depuis 11 ans où je parle d'Uchronie, de fiction et d'histoire alternative. Alors l'Uchronie, c'est tout simplement se demander ce qu'il se serait passé si l'histoire avait été différente, par exemple, et si l'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on va juger du réalisme de scénarios de jeux vidéo historiques, mais aussi fictionnels. Donc là on est sur Wolfenstein The New Order, où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, du coup contre les États-Unis. En 1949, une bombe atomique tombe sur New York, larguée par un bombardier futuriste. Alors c'est tout simplement parce que les scientifiques allemands ont réussi à mettre la main sur des technologies très avancées, dont une petite partie existait déjà dans la réalité, ont été développées pendant et vers la fin de la guerre. Et du coup, ils ont bien sûr réussi à repousser le débarquement de Normandie, à conquérir l'Union soviétique, à faire en sorte que l'Union soviétique se rende, et du coup, plus tard, grâce à leurs nouvelles technologies, à conquérir progressivement le monde, en commençant par les États-Unis, l'Afrique du Sud, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu pendant la guerre, comme on voit à l'écran, des tentatives de développement de super soldats ou de super robots ? Clairement pas au même niveau que ce qui est montré ici. Alors il y a eu bien sûr ce qu'on appelait des Wunderwaffen, c'était les armes miracles. C'était tout un tas d'armements qui étaient développés par les scientifiques allemands, qui faisaient partie du coup des meilleurs du monde à l'époque. Donc on a notamment les premières fusées, les premiers missiles balistiques, on a des avions à réaction, on a le premier système de visée nocturne au monde, le système Vampire, on a des canons gigantesques, on avait aussi des tanks titanesques qui étaient tellement gros qu'ils ne pouvaient même pas rouler sur les routes. Et sur le papier, on avait également des projets qui tenaient de la science-fiction, comme par exemple des sortes d'avions fusées, même des prototypes qui ressemblaient à des soucoupes volantes, et également une sorte d'immense loupe qui était censée être mise dans la stratosphère pour concentrer la lumière du soleil sur un point précis et donc tout cramer, quoi. Alors ces avions à réaction, même si ces modèles-là précis, ils ont été à l'état de projet, c'était les fameuses ailes volantes, l'Allemagne a développé les premiers avions à réaction du monde, et ces avions à réaction étaient bien plus rapides que n'importe quels avions alliés. Ils pouvaient atteindre 900 km/h, mais ils avaient qu'une autonomie d'une demi-heure. Donc en fait, une bonne partie des armes qui sont présentes dans Wolfenstein ont vraiment été développées dans la réalité, ou alors étaient au moins à l'idée de projet, mais pour tout ce qui est robotique, armure, méca, etc., là on est vraiment dans de la science-fiction, ça n'a vraiment pas existé, quoi. Alors là on arrive dans la capitale de cette Allemagne alternative qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, et du coup la capitale de Nouvelle-Berlin, Neue Berlin, qui dans la réalité était également un projet qui a failli exister, qui était d'ailleurs une obsession d'Hitler, c'était Germania. Le but en fait avec cette capitale, c'était tout simplement de raser Berlin totalement pour le reconstruire, pour en faire une ville qui soit plus grande, plus belle, plus massive, et surtout qui dépasse la ville de Paris, Cocorico. Et du coup, les plans avaient déjà été construits, donc avec Hitler et son architecte en chef, Albert Speer, d'ailleurs passé énormément de temps sur ces cartes, c'était vraiment son projet. C'était une ville brutaliste, avec une architecture tout en coin, tout en angle, massive, des bâtiments énormes. Donc cette ville, en fait, elle devait comporter des autoroutes, qui étaient une innovation pour l'époque, elle devait comporter une île avec des musées, elle devait comporter tout un tas de zones résidentielles, qui étaient censées abriter tous les grands dignitaires du parti, des avenues immenses, plus grandes que tout ce qui avait été jamais construit à l'époque. Et du coup, la cerise sur le gâteau, c'était censé être le hall du peuple, en allemand le Volkshalle, je suis pas sûr de bien prononcer, qui était censé accueillir plus de 150 000 personnes et faire la taille, si vous êtes déjà allé à Rome, ça devait faire la taille d'à peu près 16 fois la basilique Saint-Pierre, donc un sacré projet, quoi. La plupart des choses qu'on voit dans ce jeu ont une base réelle et ont directement été inspirées de la réalité, juste tirées à des proportions énorme, quoi. Donc en termes de crédibilité, Wolfenstein, ça s'inspire un petit peu de la réalité, il y a quelques petits clins d'œil, mais on est quand même sur du 30%, quoi. Sierra Delta, c'est peut-être l'ACS qui débloque, mais vous avez quelque chose de votre côté? À vous. Sierra Delta, répétez. Il y a des chasseurs au-dessus de I-95. Comment ils ont fait pour passer? Attendez, je tente de contacter l'unité la plus proche dans le secteur.
Alors on est sur Modern Warfare 2 Remaster, donc le remaster du jeu que moi j'ai connu adolescent et que j'adore, c'est beaucoup de nostalgie. Donc dans le scénario du jeu, les Russes, après un attentat très meurtrier sur leur sol, dans un aéroport commis par un terroriste du nom de Makarov, envahissent les États-Unis, tout simplement parce qu'ils croient que ce sont les États-Unis qui ont fait le coup, après avoir déclenché une bombe IEM pour mettre leur défense hors ligne. J'adore ce jeu, c'est vraiment une petite Madeleine de Proust pour moi, c'est le jeu que j'ai vraiment geeké pendant toute mon adolescence, mais pour le coup le scénario, même s'il est plutôt bien ficelé, on est quand même sur les Russes avec une horde de parachutistes qui attaquent systématiquement la côte Est et la côte Ouest de la première puissance au monde, d'autant plus une puissance nucléaire. Donc déjà on se demande comment ils arrivent vers New York. On est passé pas loin quand même, plusieurs fois dans l'histoire, d'une confrontation. Donc il y a eu la crise des missiles de Cuba, il y a eu la crise des euromissiles, il y a eu tout un tas de moments où on est passé pas loin d'un conflit ouvert entre les deux puissances. Mais alors, une invasion, par contre, jamais. En fait, ça aurait été extrêmement coûteux et même irréaliste, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En termes de crédibilité, moi je trouve qu'on est vraiment sur du 20%, un truc comme ça, quoi. By a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders expect... Alors là, on est sur le jeu Homefront, qui du coup se passe dans un monde où la Corée du Nord, après avoir conquis dans les années 2000-2010 une bonne partie de l'Asie, réussit à envahir les États-Unis. Donc il y a un lien, cette fois-ci c'est pas les Russes, c'est les Coréens qui attaquent. Donc ce qui est assez intéressant dans ce scénario, c'est qu'on assiste à la fois à une montée en puissance de la Corée du Nord qui finit par unir la Corée entière, donc par conquérir la Corée du Sud, qu'elles sont séparées, tandis qu'on assiste à vraiment un effondrement progressif des États-Unis, que ce soit au niveau économique, social et militaire. C'est vraiment le scénario du pire pour les États-Unis, tout se passe mal, tout ce qui devait se passer mal se passe mal, et pour la Corée du Nord, c'est vraiment le scénario du meilleur. Que les Japonais rejoignent les Coréens au vu de l'histoire entre les deux pays, ça me paraît quand même un petit peu abusé, quoi. Alors au bout d'un moment, même si on part du principe que la Corée est unifiée, un petit pays comme ça ne peut pas attaquer puis occuper de manière permanente la première puissance mondiale. Non, ça pour le coup c'est complètement irréaliste également. Ce qui est plutôt intéressant comme anecdote, c'est qu'à la base l'ennemi ne devait pas être la Corée du Nord mais devait être la Chine. Et donc si jamais on regarde ce scénario en remplaçant la Corée du Nord par la Chine, alors là tout de suite, ça fait peut-être un peu plus sens de voir une Chine qui commence à conquérir un petit peu plus de territoire asiatique sous fond d'écroulement américain et qui en profite pour arriver aux États-Unis. Avec la Chine, ça fait un peu plus sens. Donc ce scénario avec la Corée du Nord, comme c'est maintenant, on va dire crédibilité, on est quand même pas loin des 10%. Avec la Chine, on monte quand même au-dessus des 50%. Chier! T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Verrouillage de la porte désactivé. Les trous de balles d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. Alors on est sur Cyberpunk 2077, un jeu qu'on n'a même plus besoin de présenter, qui se passe dans la ville de Night City, dans un futur assez apocalyptique. Alors les mégacorpos sont tout simplement d'immenses consortiums industriels, bancaires, militaires, qui ont le contrôle quasiment total de ce monde-là. Du coup, en 2023, on est dans le cadre de la 4e guerre corpo. Donc c'est le petit point l'or qui oppose Militech, une mégacorpo américaine, à Arasaka, qui est une mégacorpo japonaise. Et on est en route pour aller poser une bombe nucléaire dans le QG des Japonais, tout simplement. Alors, dans cette uchronie, en fait, les mégacorpos sont plus puissantes que des pays entiers. On a des entreprises qui sont bien plus puissantes que certains États. Il y a qu'à regarder les GAFAM, qui sont devenus des acteurs géopolitiques à part entière, Google, Microsoft, Apple, etc. C'est comme si vous imaginiez Apple et Microsoft engager des mercenaires pour aller se détruire leurs QG respectifs, c'est exactement ça. Un futur où, imaginons, des grandes entreprises engagent des mercenaires pour faire avancer leurs intérêts, je pense que ça a déjà dû se faire et je pense que ça risque peut-être d'arriver un peu plus à l'avenir. Donc en ce sens-là, Cyberpunk, une extrapolation de la réalité, mais s'inspire de choses qui existent vraiment, encore une fois, quoi. On a des villes qui ont leur indépendance, des États séparatistes. Night City, par exemple, n'appartient pas à un État, c'est une ville indépendante, avec derrière une influence des mégacorpos sur à peu près toutes les décisions politiques, sur énormément d'aspects du quotidien. Alors moi, ça me paraît pas abusé que les États-Unis se séparent comme ça, tout simplement parce qu'ils se sont déjà séparés dans l'histoire, quand on regarde la guerre de sécession, le
nord contre le sud, vu même certains États qui ont fait mine ou qui ont voulu être indépendants à un moment ou à un autre. On a eu le Texas, on a eu un peu plus récemment la Californie. Et il faut dire aussi que c'est dans l'ADN des États-Unis d'être une confédération d'États et non pas un pays centralisé. Donc là, on est en plein milieu d'une ville avec d'immenses bâtiments. Donc je ne sais pas si ça peut vous rappeler certaines choses, Blade Runner, Judge Dredd, tout ce genre en fait du cyberpunk qui a été développé énormément. Dans le cyberpunk, la société est en très mauvais état, on a d'énormes inégalités, on a des ultra riches qui côtoient des ultra pauvres, on a une violence omniprésente, une insécurité extrême. Oui, donc vous pouvez voir avec les pubs aussi que absolument tous les aspects de la vie sont marchandisés. Les pubs font bien sûr appel à vos plus bas instincts. Ce monde en fait c'est vraiment le capitalisme ultra-libéral poussé à l'extrême de l'extrême quoi. Oui, c'est une extrapolation de ce qui se passe un peu aujourd'hui, mais du coup sans les augmentations cybernétiques. Alors là vous voyez du coup que c'est très courant. Alors je ne sais pas si c'est un sans-abri ou une sorte de prédicateur, mais dans tous les cas, même les personnes dans la rue, même les kidams les plus modestes, ont des augmentations cybernétiques. Alors bon, ça reste de la science-fiction, mais en termes de world building, en termes de réalisme du destin du monde, sur certains aspects, on y est un peu déjà dans cette société de Cyberpunk 2077. Est-ce que ça pourrait arriver? Moi, en termes de probabilité, je mettrais un 60%. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Hold on! Alors on est sur Fallout 4, le RPG post-apocalyptique de Bethesda. Les Chinois tentent d'envahir l'Alaska, ce qui déclenche le conflit qui donne lieu à cet apocalypse nucléaire et donc à ces États-Unis complètement dévastés, à ce désert radioactif dans lequel vous avez sûrement beaucoup joué. Donc là on est dans le genre de l'atom punk où cette fois-ci l'énergie nucléaire s'est diffusée partout et dans une ampleur beaucoup plus grande que dans la réalité. Dans le monde de Fallout, les voitures sont propulsées à l'énergie nucléaire, l'électricité des maisons, etc. Tout est nucléaire, absolument tout est régi par l'atome. Alors en fait moi j'ai l'impression un peu que ce qu'ils ont essayé de faire chez Bethesda, c'est d'un peu étendre en fait cette expansion du nucléaire civil qui a eu lieu entre les années 50 et 70 où c'était la grande mode de construire des réacteurs. À une époque même, il y avait des jouets dans lesquels on mettait du radium pour que les enfants s'amusent à faire des petits chimistes, etc. Alors le monde de Fallout, c'est de la science-fiction totale. Mettre des mini-réacteurs nucléaires comme ça partout, vous imaginez des réacteurs nucléaires dans des véhicules, avec le nombre d'accidents en plus qu'il y avait dans les années 50-60, du coup ça aurait juste fait des centaines, voire des milliers de mini de Tchernobyl. En fait, le monde de Fallout, bien avant la guerre contre la Chine, ça aurait été un désert radioactif, des accidents de voiture quoi. Donc ils ont construit des abris un peu partout dans les États-Unis, ils ont un peu joué à Dieu en faisant tel abri, tel concept, là on va mettre 100 hommes, une femme, là on va faire l'inverse, là on va faire ci, là on va faire ça, etc. Bon, autant vous dire que les radiations dans la vraie vie, ça vous transforme pas en super mutant, ça vous fait mourir, ça vous fait mourir dans les quelques jours. Là on est en plein dans une esthétique guerre froide, et pendant la guerre froide, comme dans ce jeu, on a eu des milliers, voire des dizaines de milliers de bunkers qui ont été construits un peu partout au travers des États-Unis et en Europe. Le métro même de Moscou a été conçu pour abriter la population en cas d'attaque nucléaire. Et heureusement que ceux qu'on a dans la réalité n'ont jamais servi. En tout cas, pas encore. Mais on touche du bois. En cas de guerre nucléaire, ça dépend de l'ampleur, mais selon la plupart des estimations, même si une bonne partie de l'humanité devrait y passer, pas tout le monde, loin de ça. Donc une bonne partie de l'humanité devrait vivre dans un monde qui sera bien sûr complètement dégradé, avec des zones entières qui seraient inhabitables. En tout cas pendant plusieurs décennies. Après, est-ce que ça empêcherait l'émergence ou la continuation d'une civilisation? Non, absolument pas. C'est juste que les humains qui vivraient dans ce monde-là vivraient dans des conditions absolument dégradées et avec un confort qui serait absolument inexistant. On a énormément d'explosions d'un coup, ça aurait tout simplement projeté en fait dans les airs toute une quantité de poussière et de particules qui boucherait la lumière du soleil et ferait chuter les températures d'environ 2, 3, voire 4 degrés. Donc peut-être une bonne nouvelle pour le réchauffement climatique, mais une très mauvaise nouvelle pour les cultures. En fait, en cas de guerre nucléaire, plus de gens mourraient de la famine qui s'ensuivrait plutôt que des effets des explosions elles-mêmes.
Alors Fallout, est-ce que ça aurait pu se passer si jamais on se base uniquement sur la guerre nucléaire? Alors oui, il y a plusieurs moments dans l'histoire où on est vraiment passé à un cheveu de l'apocalypse nucléaire. Et heureusement, ça ne s'est pas fait. Si on regarde tout ce qui se passe après, avec le désert radioactif, les mutants, les technologies, etc., alors là, non, on est complètement dans de la science-fiction. Donc en termes de réalisme, moi je mettrais 5-10% quoi, grand max. Ouais, donc en fait, faire des histoires alternatives, changer l'histoire, changer des événements, si on veut rester réaliste, il faut vraiment aller dans les détails, il faut vraiment être sérieux, prendre en compte tout un tas de facteurs. Mais en vrai, moi j'aime aussi beaucoup quand on s'affranchit totalement de ses limites et puis qu'on se dit, allez, paf, l'Allemagne gagne la Seconde Guerre mondiale, les gens mutent, les gens ont des augmentations cybernétiques et en fait, finalement, le vrai fun de l'histoire alternative, c'est aussi quand on s'affranchit de tout ce réalisme pour véritablement inventer un nouvel univers qui soit entièrement différent de notre réalité, quoi. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de JV. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube, la chaîne Alteris, également sur Insta, Alteris-Insta. Et en attendant, gardez à l'esprit que l'histoire, c'est aussi fun et qu'il faut surtout pas hésiter à s'amuser avec.